Bonsoir, bienvenue à Port-Camargue, sous le soleil de Port-Camargue pour cette première émission consacrée à notre série de port en port. Nous serons dans 5 ports tout au long du mois de juillet jusqu'au 3 août très exactement. Nous avons décidé d'être dans le plus grand port d'Europe, 5000 anneaux, comptez bien, et surtout peut-être même le deuxième port au monde par la quantité de bateaux qui sont ici. J'ai à mes côtés Christophe Neigeon. Bonsoir Christophe, vous êtes le rédacteur en chef de Cabotage. Vous avez décidé, on est associé sur cette série. Quel sera l'esprit de ces émissions? L'idée est très simple, c'est de faire partager aux téléspectateurs de France 3 un petit peu de la vie quotidienne des rédacteurs et de navigateurs de Cabotage. Vous avez la belle vie. C'est une navigation le long des côtes de Méditerranée et la visite de tous les ports. Très bien Christophe, nous nous retrouvons dans un instant. J'ai pris place à bord de la navette portuaire de Port-Camargue qui achemine donc les plaisanciers ici. Et je suis avec mon invité Michel Cavaillès que nous retrouvons dans un instant. Bonsoir Michel, bonsoir. Vous êtes le directeur du port ici. On parlera bien sûr de l'activité du port, le plus grand port du monde quasiment, vous m'avez dit, avec 5000 anneaux. Mais avant, je vous propose une petite visite de ce port avec des plaisanciers, Guy et Nadine Lata, qui ont décidé de s'installer ici il y a quelques années déjà. Regardez. Un ponton en bois, des bateaux, vous êtes bien à Port-Camargue, la plus grande marina de France. Guy et son épouse sont propriétaires depuis 8 ans d'un appartement. L'été, enfants et petits-enfants investissent les lieux. On n'aura pas trop besoin de la casquette aujourd'hui. Une maison sur l'eau ou presque. À Port-Camargue, les immeubles n'excèdent pas 3 niveaux. Guy nous emmène visiter le quartier. Ça s'est construit dans les années 73. C'est des marinas. Elles sont quand même en bon état. Ce couple de Lyonnais est venu à Port-Camargue il y a plus d'une décennie. Pris par le virus de la voile, ils investissent d'abord dans une place de port. Le bateau est leur résidence secondaire. Petite Venise, Port-Camargue abrite près de 2500 anneaux avec appartements. Le bateau au pied de son logement, un concept qui a séduit en 30 ans une clientèle familiale. Guy et Nadine achètent leur marina une fois à la retraite, avant la flambée des prix de l'immobilier. C'est une ville sur l'eau. C'est une ville surtout l'été. L'hiver, y a beaucoup de gens comme nous qui ont fait tout leur loisir à Port-Camargue et puis maintenant ils choisissent un peu d'y rester. Même s'ils ne sont pas toujours résidents, ils y passent une grosse partie de leur temps. Donc, si vous voulez prendre du poids en réception, en apéro, vous n'avez qu'à venir l'hiver à Port-Camargue et vous serez étonné de la vie de Port-Camargue. Port-Camargue, c'est quand même une station familiale. Hein. C'est pas... il n'y a pas de boîte de nuit, il y a pas de... Si les jeunes ils veulent sortir, ils vont à la Grande Motte, hein, généralement. Et comme c'est à côté, vous êtes au bout du monde, c'est pas la peine d'aller aux Antilles. Hein. Il y a des moments où... Direction, le golfe du Lion. Ce jour-là, la météo est capricieuse, mais cela ne semble pas déranger nos Lyonnais qui viennent de traverser pour la énième fois l'Atlantique pour un convoyage. La voile est devenue pour ces retraités une façon de vivre. Moi, j'ai traversé, les premières traversées étaient au sextant, donc en astro. Le GPS aidant, maintenant, les gens n'hésitent plus à se lancer sur une des grandes traversées. Hein. Alors, ils achètent 1, 2 et même parfois 3 GPS. S'il y en avait un qui tombe en panne. Demain, sortie sans GPS. Guy et Nadine ont prévu d'emmener leurs petits-enfants pique-niquer sur l'eau avant de repartir pour une autre traversée qui les ramènera toujours à Port-Camargue. Bonsoir Michel Cavaillès. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur, le patron de ce port, je disais le premier port au monde quasiment en termes d'anneaux. Vous me le confirmez? On est un des plus grands. On dit que le plus grand port de plaisance au monde, c'est Marina del Rey à San Diego. 5000 places et nous avons 5000 bateaux, donc on ne doit pas en être très loin. Alors là, on vient d'entendre 2 plaisanciers heureux, Guy et Nadine Niata, qui sont ici, qui ont une marina, qui ont la chance d'avoir une marina ici. Qu'est-ce qui fait que les plaisanciers ont tout de suite signé, j'allais dire quasiment il y a 40 ans? Est-ce que ça a été facile dès le départ? Vous n'étiez peut-être pas là, mais qu'est-ce qui fait que les plaisanciers sont venus rapidement ici à Port-Camargue? Non, je pense que le démarrage a été quand même relativement difficile parce que c'était un concept nouveau Port-Camargue. C'était une marina, c'est une cité marine. Et le but, c'était d'attirer des marins. Et c'est vrai que les marins, progressivement, sont venus les amoureux de la mer, parce qu'ici, on vit au bord de l'eau. Hein. Les maisons sont toutes organisées autour des chenaux. Et je pense qu'ils sont venus pour le cadre, voilà, pour la proximité de la mer, la facilité d'aller au large. Ça a été un vrai atout dès le départ. Alors, 40 ans c'était en 2009. Quelles sont les perspectives de développement ici? Comment on peut faire évoluer ce port? Alors maintenant on va plus grossir là, 5000 places, on arrive à grappiller quelques places à droite à gauche, mais l'avenir il se situe plus sur comment favoriser le loisir, comment permettre à des gens qui ne pratiquent pas aujourd'hui du bateau, que ce soit à moteur ou à la voile, de venir ici et de pratiquer facilement. Donc notre objectif c'est ça, c'est de développer le loisir nautique, développer de nouveaux services pour que
le grand public, les touristes puissent venir ici se régaler parce que la mer c'est superbe, on a une baie magnifique, faire de la voile, aller à la pêche, c'est à la portée de tout le monde. Et peut-être le meilleur exemple très rapidement, c'est cette base du CPA la plus grande de France. Alors on a un centre, c'est l'école de mer qui avait été créée par la Chambre de commerce, qui a créé Port-Camargue, qui a aussi une quarantaine d'années, qui est aujourd'hui géré par l'UCPA. C'est le plus gros centre au niveau de la voile en France de l'UCPA. Et notre objectif, c'est de le pérenniser, de le moderniser. On doit reconstruire les infrastructures et continuer à le développer à la fois pour de l'initiation, du loisir et peut-être un peu plus tard du sportif. Merci Michel Cavaillès d'avoir été notre invité ce soir. Je sais que c'est un petit peu court. Nous avons d'autres invités pour évoquer bien sûr la pêche. Nous allons parler du Grau-du-Roi, votre port, vos voisins, le deuxième port de pêche de Méditerranée après celui de Sète. Je vous propose de regarder le sujet de Karine Alazé et de François Jobard pour découvrir l'histoire de ce port, celui de Grau-du-Roi. Regardez. Ce canal, creusé au XVIIIe siècle, est le berceau du Grau-du-Roi. Ouvrant les terres vers la Méditerranée, il a permis aux premières familles de pêcheurs de s'installer sur ses berges. Robert Gozioso, l'un des anciens du village, a pêché ici pendant 45 ans. J'ai connu le village quand j'allais à l'école, il y avait 1700 habitants au Grau-du-Roi. Et maintenant il y en a presque 10 000. Alors C'était vraiment le petit village. Ah, c'était le petit village de pêcheurs. Il n'y avait que ça, il n'y avait que la pêche, et puis je vous dis, la viticulture, qui avait des vignes, faisait du vin et du raisin blanc. À ses débuts de matelot, la navigation était surtout à voile. Et ce type de bateau, appelé un mour de port, une spécificité locale. C'était plutôt au Grau-du-Roi qu'il y avait que ce genre de bateau, quoi. Pour naviguer à la voile, il était plus pratique pour tirer des bords, c'était plus pratique qu'une barque catalane. Temps fort de la saison, les jours de pêche au thon. La technique d'alors, à la cinche, faisait travailler ensemble 4 bateaux, 8 nacelles et une quarantaine de marins. À cette époque, les bancs de thon venaient près des côtes. Les meilleures prises pouvaient parfois dépasser les 30 tonnes. On sortait, on mouillait au large, entre le Grau-du-Roi et Palavas, par là, et on attendait. Et quand il faisait beau, on attendait que le vent cesse, et si on montait sur le mât, guettait, puis des fois on voyait une flotte de thon sur l'eau, et allez, on tire l'ancre, et on attendait que les thons rentrent. Et quand les thons rentraient dans le globe, c'était un filet qui faisait à peu près 110-120 mètres de profondeur. Alors avant qu'ils arrivent au fond, les thons, on avait le temps de relever les cordes et ils étaient enfermés. À la fin des années 20, quelques touristes découvrent émerveillés le petit port de pêche, ses traditions et sa plage de sable. Parmi eux, Ernest Hemingway, pas encore célèbre, passe 3 semaines au Grau-du-Roi avec sa deuxième épouse. Il écrit quelques nouvelles et cette lettre à un ami. C'est un endroit très joli, entre Aigues-Mortes, en Camargue et la Méditerranée, avec une grande plage et un ravissant port de pêche. Il a participé à la pêche au thon, qu'on appelait la cinche. Il était invité, bien sûr, à toutes les sorties qui pouvaient se faire. Bon, son séjour a été écourté parce que, justement, est-ce que c'est pendant une pêche à la ligne, il a fait une chute dans les rochers. Et cette chute a provoqué une entaille assez importante à son pied. Et cette blessure l'a fait souffrir toute sa vie. Donc, il a gardé, si on peut dire, un souvenir du Grau-du-Roi. Par rancunier, l'écrivain américain revient encore au début des années 50. Mais déjà, le Grau-du-Roi a changé. Au fil des ans, sur les quais, moins de pêcheurs et bien plus de touristes. L'équipement hôtelier s'est développé et l'on peut aujourd'hui boire au succès de cette station méditerranéenne et languedocienne. Et avec moi pour parler du Grau-du-Roi, un marin-pêcheur bien évidemment, Christian Ubilos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes marin-pêcheur donc et surtout président du défi des ports de pêche du Grau-du-Roi. Qu'est-ce que c'est que ces défis des ports de pêche? Le défi des ports de pêche, c'est une longue histoire d'amour un petit peu entre les marins-pêcheurs et la voile. On s'est mis à la régate, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. C'est une idée de génie qui a germé dans la tête d'un garçon qui s'appelle Jean-Pierre de Vorzine à l'époque, qui était marin-pêcheur au Croisic et qui a créé une compétition de voile, donc de la régate à part entière réservée aux marins-pêcheurs. Et vous trouvez le temps de régater, vous marin-pêcheur, vu les journées que vous avez? C'est vrai que c'est délicat, on s'entraîne un petit peu le dimanche, enfin à l'époque on s'entraînait, maintenant on ne s'entraîne plus beaucoup. Alors j'avais une question, on est dans un port de plaisance, essentiellement ici, on l'a dit tout à l'heure, Saint-Milano, certainement l'un des plus gros ports au monde. Comment se passe la cohabitation entre plaisanciers et marins-pêcheurs une fois qu'on est en mer?
Oh, ça se passe pas si mal que ça. Bon, c'est surtout un petit peu d'encombrement pendant 2 mois, mais bon, il fait beau, le soir quand on rentre, on a bonne visibilité. S'il y avait du brouillard, ce serait plus délicat, mais non, ça va pas mal. À partir du moment où on est au large, on fait notre travail, on cohabite très bien. Alors prochain défi des ports de pêche, ce ne sera malheureusement pas en Méditerranée, je crois, hein, ce sera à l'île-Dieu, mais c'est aussi ça l'esprit des défis de ports de pêche, c'est-à-dire visiter les différents ports de France. Vous avez déjà votre équipe ? Oui, le noyau subsiste et on est en train de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes du Gros-du-Roi, des gamins qui ont une vingtaine d'années, pour que ça perdure justement. Et cette année, nous allons aller à l'île-Dieu. Merci Christian d'avoir été notre invité. Alors justement, vous nous faites la transition, hein, puisqu'on vient de parler de régate avec vous. On va accueillir Christophe Neigeon, rédacteur en chef de Cabotage. Venez avec nous Christophe. Voilà, merci. Merci Christian, merci d'être avec nous Christophe Neigeon. Donc vous avez décidé d'être associé à cette émission très gentiment, très élégamment, avec votre magazine Cabotage. C'est quoi Cabotage ? Alors, Cabotage, c'est le journal dont tout le monde, tous les navigateurs pouvaient rêver quand ils arrivaient dans un port. C'est-à-dire qu'il n'existait rien qui soit spécifiquement touristique pour les gens qui naviguaient. On considérait, et la presse nautique considérait que les gens qui naviguent n'aiment que faire de la voile ou sauter de vague en vague avec un moteur. Mais ils ne s'intéressent pas du tout ni aux côtes qu'ils longent, ni aux ports qu'ils visitent, ni à ce qu'il y a sous la coque du bateau ou dans le ciel. Et nous avons pris en compte l'ensemble de cet environnement qui est autour du bateau, les côtes qu'on visite et les ports que l'on découvre. Alors vous avez même développé une notion, celle du no-tourisme. Vous pouvez nous en dire un mot ? C'est très simple, vous regardez le guide Michelin il y a 100 ans, qui a considéré que les automobilistes n'étaient pas que des gens qui aimaient trafiquer leur moteur, mais étaient aussi des gens qui traversaient des régions magnifiques à visiter. Et le no-tourisme, c'est la contraction de ces deux mots, le nautisme et le tourisme. Alors nous sommes à Port-Camargue ce soir, justement. Port-Camargue, c'est ça, c'est cette notion de no-tourisme ici, elle vous convient ? Elle est pratiquée d'une bonne façon ? Ah oui, c'est-à-dire qu'ici, dans un port comme Port-Camargue, vous voyez cette magnifique baie d'Aigues-Mortes qui est ici, et les gens qui viennent de Côte d'Azur ou qui viennent d'Espagne aiment s'arrêter ici parce que c'est un port magnifique. Mais comme tous les marins, on aime arriver et on aime repartir. C'est ça le tourisme. Alors Christophe, la semaine prochaine, nous serons à Sète, un autre port. Nous visiterons aussi Port Chichoulet, Collioure, Cerbère.